Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de Scott Ritter, ancien officier du renseignement et major dans le corps des marines des États-Unis, ainsi qu'ancien inspecteur en armement pour l'ONU. Bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité. Nous voyons donc maintenant que les États-Unis, du moins en apparence, semblent pousser à des négociations à la fois avec la Russie et bien à travers le Moyen-Orient. Au moins avec Israël, c'est moins certain, mais au moins avec l'Iran. Mais je pensais que nous pourrions peut-être commencer par l'Ukraine, car Washington affirme désormais que les Ukrainiens, les Européens et les Russes doivent présenter des propositions. Sinon, les États-Unis se retireront tout simplement. On ne sait pas si cela signifie que les États-Unis couperont également leur approvisionnement en armes, en renseignements et en logistique. Mais comme nous le voyons, la Russie a des exigences très élevées. Les Ukrainiens et les Européens ne semblent pas du tout disposés à bouger. Et je suppose que cela soulève la question, y a-t-il seulement un accord possible ici? Eh bien, ce qui est curieux, c'est que tout d'abord, il faut saluer l'administration Trump pour avoir accepté de dialoguer avec les Russes. C'est un progrès majeur par rapport à la position adoptée auparavant par l'administration Biden, qui avait pratiquement rompu toutes les relations diplomatiques. Donc, l'administration Trump mérite des applaudissements, du moins de ma part, pour sa volonté de s'engager. L'autre aspect intéressant, c'est qu'au début de cet engagement, l'administration Trump semblait reconnaître la nécessité d'accepter la réalité, sans posture politique. Ils ont abandonné le prétexte selon lequel il s'agissait d'une guerre commencée par la Russie, que la Russie avait envahi l'Ukraine. Au lieu de cela, ils ont commencé à parler de la réalité de la situation, que l'expansion de l'OTAN était un facteur majeur de cette guerre et que Zelensky portait une grande part de responsabilité dans le conflit. Le président et nombre de ses conseillers ont même laissé entendre que s'ils étaient Vladimir Poutine, ils auraient agi de la même manière, qu'ils estiment que la Russie avait parfaitement le droit d'agir pour sa propre défense en lançant l'opération militaire spéciale. Le secrétaire d'État Marco Rubio est même allé jusqu'à déclarer publiquement qu'il s'agit d'une guerre entre les États-Unis et la Russie, l'Ukraine servant de proxy. Les États-Unis ont également reconnu le rôle de l'OTAN et de l'Europe dans ce conflit. La raison pour laquelle je voulais poser cette question est la suivante. Pourquoi, tout à coup, les États-Unis estiment-ils que la Russie doit agir comme si elle était la partie fautive et devait donc faire des concessions? Vous savez, les États-Unis, Donald Trump a critiqué Zelensky, à juste titre selon moi, et a indiqué que l'Ukraine devait prendre certaines mesures. Mais les États-Unis n'ont pas adopté le même ton envers l'Europe. C'est comme si l'Europe n'avait rien à voir avec le conflit ukrainien, comme si l'OTAN n'avait rien à voir avec ce conflit. Et c'est là l'erreur. L'Europe et l'Ukraine doivent faire toutes les concessions, parce que l'Europe et l'Ukraine sont seuls responsables de ce conflit. La Russie ne fera aucune concession, car elle est la partie lésée. De plus, la Russie est la victorieuse dans cette guerre. Il n'existe aujourd'hui aucun analyste sérieux qui puisse envisager la possibilité d'une victoire militaire ukrainienne. La Russie détient l'avantage stratégique, et tous les indicateurs montrent qu'elle le conservera. Par conséquent, toute attente de la part des États-Unis, selon laquelle la Russie devrait faire des concessions à l'Europe et à l'Ukraine, est absurde, irréaliste et n'aura tout simplement pas lieu. La Russie a clairement exprimé sa position, et il revient aux États-Unis, s'ils souhaitent mettre fin à ce conflit, de rallier l'Europe et l'Ukraine à cette démarche. Sinon, je ne pense pas que la Russie se soucie du fait que les États-Unis se retirent.
Je tiens à rappeler à tout le monde que la Russie n'a pas invité l'Amérique à la fête. Comme l'a indiqué le secrétaire d'État Rubio, l'Amérique est de l'autre côté, du mauvais côté, l'ennemi. L'Amérique s'est opposée aux Russes en utilisant l'Ukraine comme intermédiaire. Donc, soudainement, pour que Donald Trump arrive et dise « Je suis l'artisan de la paix », il doit, pour cela, se détacher des politiques ratées du passé, ce qu'il a essayé de faire. Mais il ne peut pas prétendre que les États-Unis détiennent une quelconque autorité morale ici. Nous avons contribué à déclencher cette guerre. Nous avons clairement entretenu cette guerre. Et la Russie n'est pas obligée de nous accorder quoi que ce soit. Eh bien oui, je pense que c'est certainement la plus grande contribution de Trump, car je crois que l'ensemble de l'OTAN, sous l'administration Biden, et encore les Européens, se sont enfermés dans cette impasse en s'engageant tous dans ce récit selon lequel il s'agissait d'une invasion non provoquée, que cela n'avait rien à voir avec l'OTAN. Encore une fois, dans ce récit, il n'y a aucune place pour des négociations, puisque la Russie ne voulait que du territoire. On utilisait le langage de l'apaisement, et on ne pouvait pas finir une phrase sans évoquer Hitler. Je pense que c'est la contribution principale, car une fois que l'on reconnaît qu'il y a eu provocation, qu'il s'agit d'un conflit, comme tu l'as dit, Marco Rubio l'a dit, entre l'OTAN et la Russie, alors il y a matière à négocier. On peut trouver la paix. Mais j'ai remarqué la même chose que toi. Je n'ai pas vu où, si nous reconnaissons que nous sommes, c'est-à-dire que les pays de l'OTAN sont des participants, comment entrons-nous dans ces négociations? Parce que j'ai vu la même chose avec la proposition de Kellogg. Je veux dire, il dit que les Ukrainiens doivent faire ceci, les Russes cela, et ensuite nous avons un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu sans règlement politique est une solution un peu étrange. Mais malgré tout, pourquoi n'y avait-il aucune exigence envers les Européens de ne pas envoyer d'armes pendant un cessez-le-feu? Pourquoi pas? Tu sais, les Européens n'ont pas le droit d'envoyer de troupes sur place. Pourquoi l'OTAN est-elle soudainement encore ce tiers innocent qui veut simplement aider l'Ukraine? C'est un peu étrange. Et cela m'amène aussi à ma question. Pourquoi les États-Unis en font-ils plus? On dirait que nous mettons toute cette pression sur Zelensky pour qu'il accepte que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Mais pourquoi ont-ils leur mot à dire? Ils ne font pas partie de l'OTAN. Il n'est pas possible que les États-Unis disent « D'accord, nous allons signer un accord selon lequel l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. » Pourquoi? Et vous savez, l'OTAN ne devrait pas envoyer de troupes en Ukraine. Pourquoi? C'est comme si l'OTAN ne pouvait pas faire autrement. C'est juste, vous savez, cette force irrésistible. Et donc, la Russie doit conclure un accord avec les Ukrainiens. Mais c'est l'OTAN. Pourquoi l'OTAN ne pourrait-elle pas conclure un accord avec les Russes? Je pense que Donald Trump est prisonnier de sa propre histoire. Rappelez-vous, il s'agit de son deuxième mandat. Son premier mandat a commencé il y a 8 ans, et il a été marqué par l'expansion par Donald Trump de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'entraînement militaire qui a débuté en 2015, dirigé par les États-Unis et impliquant l'OTAN, visait spécifiquement à soutenir une déclaration de mission selon laquelle les États-Unis et l'OTAN formaient l'armée ukrainienne, la mettant aux normes de l'OTAN et la préparant à lancer une guerre de libération du Donbass et de la Crimée. Plus précisément, cette armée était formée pour combattre les Russes. Donald Trump a hérité de cette situation et l'a développée. Il savait quelle était la mission. Il n'y avait aucune prétention que ce que nous faisions concernait la défense de l'OTAN. Aujourd'hui, Donald Trump se vante. Je leur ai donné des armes offensives, dit-il. Je leur ai donné... Pourquoi? Pourquoi donner des armes offensives? Et il y a une chose dont personne ne parle, la construction de 20 bases de la CIA en Ukraine.
Cela a été fait sous Donald Trump. Quelle était la mission de ces bases? Se tenir la main et chanter Kumbaya. Apprendre à chanter Katyusha. Peut-être les nuits de Moscou. Non, c'était pour mener des opérations clandestines contre la Russie afin de soutenir une posture stratégique des États-Unis visant la défaite stratégique de la Russie en utilisant l'Ukraine comme proxy. Donald Trump est l'homme derrière cette politique. Et pour mettre en place cette politique, les États-Unis sous Trump ont travaillé avec l'OTAN pour générer du soutien et ont collaboré avec l'Ukraine afin de créer une orientation politique consensuelle visant à provoquer un conflit pour affaiblir la Russie et renverser Vladimir Poutine. Donald Trump est prisonnier. C'est la guerre de Donald Trump. Peu importe à quel point il veut dire que c'est la guerre de Joe Biden, la réalité est que Trump a créé toutes les conditions préalables à ce conflit. C'est Trump qui l'a fait. Donc aujourd'hui, Trump est prisonnier de cette réalité. Et je pense qu'il ne veut pas trop en parler, parce qu'il risque que des gens lèvent la main et soulèvent des vérités dérangeantes. Ce que Trump a fait, c'est diviser son équipe en deux parties. Une partie, c'est celle de Keith Kellogg. Je pense que Mike Waltz est de ce côté. Ce sont les partisans de l'OTAN. Trevor Eggenspren. Ce sont les personnes qui, depuis le premier jour, appartiennent à ce camp et qui croient toujours que la mission ultime de l'Amérique devrait être d'utiliser l'Ukraine pour faire tomber la Russie. De l'autre côté, il y a ceux qui soutiennent les politiques qu'il défend, mettre fin au conflit, normaliser les relations avec la Russie. Je pourrais ajouter que Marco Rubio fait également partie du premier camp. Mais dans le second camp, on retrouve les Pete Hegseth, les JD, Vance et un nouveau nom qui a émergé, Steve Witkoff, un homme dont personne n'avait entendu parler avant cette version de l'administration Trump. Et aujourd'hui, il est l'un des diplomates les plus accomplis au monde. Vous savez, mener une diplomatie de type kissingerien, des navettes diplomatiques. Et je le dis avec éloge. Je veux dire, je suis impressionné par ce que fait Witkoff. J'admire ce qu'il fait et j'espère qu'il réussira. Mais Trump a créé une équipe de sécurité nationale bipolaire qui est en guerre contre elle-même. Ils sont là, il n'y a aucune discipline en matière de communication en ce moment. On peut demander à Witkoff de rencontrer Poutine et de dire une chose, puis immédiatement Kellogg passe à la télévision et dit quelque chose de complètement différent. Donc en gros, nous avons une politique ukrainienne qui est en guerre contre elle-même. Et cela conduit à la dysfonction. Parce que comment peut-on s'attendre à ce que l'Europe, à quoi sont-ils censés s'aligner? À quelle branche du parti de Trump? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils gravitent vers ce qui exprime de la sympathie pour leur point de vue, c'est-à-dire le centre de gravité de Kellogg, Rubio, Mike Waltz, dans l'espoir que cet autre centre de gravité autour de Witkoff et des autres s'effondre sur eux, au lieu que ce soit l'inverse. Et si Trump ne règle pas cela, s'il n'exerce pas, vous savez, un contrôle exécutif sur cette situation, c'est une politique vouée à l'échec. Maintenant, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que je pense que cette initiative de paix ukrainienne va s'effondrer. Je n'ai pas confiance dans l'équipe de Trump pour rassembler tout cela. Mais je pense que la vision stratégique de Trump, qui consiste à avoir de meilleures relations avec la Russie, survivra, que Trump se retirera de ce conflit en Ukraine et, ce faisant, se détournera de l'Ukraine et de l'OTAN, ce qui signifie qu'il va laisser l'Ukraine et l'OTAN mijoter dans leur propre jus. La Russie devra faire le gros du travail, porter le fardeau et terminer cette tâche militairement. Et à un moment donné, l'Ukraine devra accepter des conditions de reddition. Elles seront bien plus dures que celles actuellement sur la table. Et l'OTAN se retrouvera dans une position bien plus difficile, ayant été humiliée sans le soutien des États-Unis. Et les relations américano-russes, je pense, s'amélioreront. Nous développerons un alignement stratégique sur certaines questions cruciales.
Nous ne serons pas les meilleurs amis du monde, mais je pense que nous serons en mesure de nous traiter mutuellement avec respect. Nous reconnaîtrons les zones d'intérêt respectives et nous essaierons de ne pas nous gêner mutuellement en ce qui concerne la Chine. Eh bien, oui, une chose qui m'a un peu dérouté, c'est le contenu de cette proposition qu'ils mettent en avant, car il semblait que l'accord que les États-Unis proposaient aux Ukrainiens était entièrement centré sur la Crimée. Et cela m'a paru un peu étrange, parce que les Russes ont clairement exprimé leurs exigences, et ils les répètent sans cesse. Ils veulent la neutralité de l'Ukraine, et aussi des concessions territoriales pour les territoires perdus pendant la guerre. Mais pourquoi la Crimée? J'ai entendu parler d'un allègement des sanctions, mais les Russes n'ont pas demandé cela. Ils insistent beaucoup sur la Crimée, la reconnaissance de la Crimée, mais les Russes n'ont pas vraiment demandé cela non plus. Pourquoi cela semble-t-il être le point central des discussions? D'accord, je vais répondre à la question parce que j'y ai aussi réfléchi, mais il s'agit là de spéculation, donc je dois le reconnaître d'emblée. Ce n'est que mon analyse. Oui, je pense que c'est tout ce que nous avons pour l'instant, car cela ne nous a pas été expliqué. Quand j'examine les déclarations faites par Donald Trump et son administration, surtout Trump, il est très important, même si parfois frustrant, de lire ces publications sur les réseaux sociaux parce qu'elles sont déroutantes. Mais sur la Crimée, il passe énormément de temps à critiquer l'Ukraine et Obama. Il dit que l'Ukraine a perdu cela sous Obama, pas sous moi, sous Obama et l'Ukraine. Pourquoi n'avez-vous même pas tiré un seul coup de feu pour défendre cela? Vous avez laissé les Russes prendre le contrôle, mais vous ne l'avez pas défendu. Maintenant, vous voulez que nous soutenions une guerre pour le reconquérir. C'est la faute d'Obama. C'est votre faute. Ce n'est pas ma faute. Je dois faire face à la réalité. Et la réalité, c'est que la Russie possède la Crimée et que c'est russe. Et ça va rester russe. Vous ne la récupérerez jamais. Vous voyez, il peut dire ces choses parce que cela détourne toute responsabilité de lui. Et c'est ça l'important. C'est pourquoi il se concentre uniquement sur la Crimée, parce qu'il n'a pas les mains sales. Mais si Trump se retourne et abandonne Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Lugansk, alors la faute lui incombe. C'est Trump qui a tout cédé. C'est Trump qui a abandonné sans tirer un seul coup de feu. Ainsi, Trump crée cette réalité alternative, essayant de rejeter la faute sur tout le monde sauf lui-même, tentant de se présenter comme irréprochable, etc. Et peu importe que Witkoff revienne sans cesse vers lui en disant « Patron, les Russes disent que, non, tous ces territoires leur appartiennent, et ils ne vont pas les rendre. C'est constitutionnellement impossible. Nous allons devoir leur céder. La Crimée. J'essaie de vous dire qu'il y a 4 autres territoires là-bas. La Crimée. Trump n'entend que ce qu'il veut entendre. Il ne dit que ce qu'il veut dire. Et c'est pourquoi, au final, ces négociations échoueront, parce que Trump n'est pas prêt à assumer un rôle de leader. Ce serait littéralement la chose la plus facile au monde, de faire plier l'Europe et de faire plier l'Ukraine. L'Ukraine serait plus difficile parce qu'il y a là-bas des partisans intransigeants. Honnêtement, je pense que ce serait une sentence de mort pour Zelensky s'il acceptait quoi que ce soit que Trump essaye d'imposer. Mais Zelensky a une peine de mort sur la tête depuis longtemps déjà à cause de ce qu'il a fait. Au final, l'Ukraine ne survivra pas à ce conflit. Il n'existe aucun scénario dans lequel l'Ukraine survit à ce conflit. Il faudrait donc que l'Europe dise en gros, l'Ukraine, c'est fini. Cédons-la à la Russie. C'est un problème russe. Laissons les Russes régler ce problème. Et le leadership américain pourrait le faire. Parce que ce que nous devrions faire, c'est convaincre l'Europe que nous fixons la limite à l'Ukraine, qu'il n'y aura pas d'autres aventures russes. La Russie n'ira pas en Moldavie.
la Russie ne menacera pas les États baltes. Nous pourrions faire ces déclarations parce que la Russie ne veut pas menacer ces États. C'est une position facile à adopter pour les États-Unis, car cela ne nous coûte littéralement rien. Et cela va de pair avec notre tentative d'améliorer les relations. Mais nous ne faisons pas cela. Nous avons permis aux Européens d'attacher une valeur à l'Ukraine, valeur psychologique, valeur morale, valeur économique, qui n'existe tout simplement pas. L'Ukraine est littéralement, vous savez, le gouffre dans lequel on jette de l'argent et où il ne cesse de disparaître. On ne peut pas la réparer. Un bon leadership américain pourrait amener l'Europe à se détourner de l'Ukraine, et l'Amérique pourrait en assumer la responsabilité. C'est facile à faire, car tout ce que Trump a à dire, c'est non. C'est la faute d'Obama et de Biden. Et il a une base MAGA ici en Amérique qui accepterait cela. Mais il n'est pas prêt à le faire parce que son équipe est divisée. Et il a cette équipe pro-européenne. Il doit soit licencier, soit convaincre l'équipe européenne de s'unifier avec l'équipe Trump. S'il parvenait à faire reculer l'Europe sur l'Ukraine, alors ce conflit prendrait fin. Cela signifierait la fin de l'Ukraine. Je ne peux imaginer aucun scénario dans lequel un État ukrainien souverain sortirait de ce conflit. La Russie ne le permettra tout simplement pas. C'est intéressant avec Trump, cependant. Quand la bourse baisse, c'est l'économie de Biden. Quand elle remonte, c'est l'économie de Trump. Il s'est créé un monde bien à lui. Oui, c'est très confortable, et il n'y a aucune responsabilité là-dedans. Mais quand on regarde les Européens, ils ne semblent pas, jusqu'à présent, accepter grand-chose. Ils continuent de dire qu'ils veulent un cessez-le-feu inconditionnel, ce qui semble être un code, pour ne parlons pas d'un règlement politique. Ils parlent de casque bleu européen, même s'ils semblent reconnaître qu'ils ne peuvent pas en rassembler plus de 25 000. Mais je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils regardent toute cette situation et se demandent que va réellement faire Trump. Va-t-il se désengager ou non? Parce que s'il ne se désengage pas, on peut simplement continuer à faire traîner les choses. Mais y a-t-il un autre moyen pour Trump d'obtenir la coopération des Européens pour mettre fin à la guerre? À part menacer, je suppose qu'il devrait lui aussi réellement se retirer de la guerre. Je pense, encore une fois, que c'est là que le leadership américain entre en jeu. Je ne peux pas parler au nom de Donald Trump, et je ne peux pas prétendre savoir ce qui se passe à huis clos. Je crois qu'il y a une volonté, de la part de l'administration Trump, de désengager les États-Unis de ce cauchemar européen. Parce que c'en est un. L'Europe est un véritable cauchemar. Je m'excuse, je sais que vous faites partie de l'Europe, mais j'ai du mal à voir la viabilité de l'expérience de l'Union européenne. Je vois l'Europe se fracturer sur de nombreuses lignes de faille différentes. Je ne vois pas de continuité dans les objectifs. Et je ne vois pas non plus l'Europe capable d'avoir une vision commune, non seulement sur les questions économiques, mais aussi sur les questions militaires. Comment créer cela? La seule chose qui permet à l'Europe de parler d'une seule voix sur le plan militaire, c'est l'OTAN. Et l'OTAN ne peut exister que si les États-Unis y participent de manière volontaire et significative. Donc Trump parle de s'en détacher. Mais si l'on ne veut pas se séparer complètement de l'Europe, même si cela pourrait séduire des gens comme moi, ce n'est pas une politique réaliste. Nous n'allons pas nous séparer de l'Europe. Il y a trop d'histoires communes. Il y a trop d'alignements économiques. Et pour être franc, les États-Unis ont encore un cœur très européen, dans le sens où en tant que terre d'immigration, nous tirons encore la plupart de nos liens culturels, ethniques et historiques du continent européen. Donc nous n'allons pas nous séparer de l'Europe. Je pense que Trump doit être très clair sur la façon dont il envisage le rôle de l'Amérique en Europe à l'avenir.
Ce que je dirais, si je le conseillais, c'est que nous devons rassurer les Européens sur le fait que nous n'allons pas quitter l'OTAN, que l'OTAN continuera d'exister et que l'Amérique restera le garant stratégique de l'Europe, mais que l'OTAN deviendra une organisation exclusivement défensive, que l'époque où l'on tentait de projeter la puissance de l'OTAN dans le Pacifique, en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient est révolue. L'OTAN doit être orientée à 100% vers la défense, et la défense que nous construisons doit être adaptée à la réalité de la menace. Et puisque les États-Unis sont le leader de l'OTAN, puisque nous sommes votre garant, nous faisons la paix avec la Russie. L'OTAN doit donc s'ajuster en conséquence. Vous n'êtes pas en guerre avec la Russie. Vous ne devez pas vous préparer à une guerre contre la Russie. Vos forces armées ne doivent pas être conçues pour vaincre la Russie sur le champ de bataille. Voilà. Nous allons vous professionnaliser. Nous allons affûter les choses. Nous allons nous améliorer. Vous serez à la pointe. Et si quelqu'un vous attaque, vous serez capable de vous défendre. Mais l'époque où l'OTAN se définissait comme un rempart contre l'expansion russe doit prendre fin. Et si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, nous en avons fini avec vous. Et si nous vous quittons complètement. Ce sera entièrement votre responsabilité. Et vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous n'en avez pas la capacité économique. Vous n'avez pas de vision unifiée. Vous échouerez. Donc c'est votre choix. Si vous voulez que nous assumions ce rôle de leader, vous devez vous détacher de l'Ukraine. C'est terminé. Et puis, je dirais aussi à l'Union européenne, vous devez mettre fin à cette tendance vers l'autocratie européenne. Vous devez permettre aux nations de s'exprimer démocratiquement. Si la Hongrie décide qu'elle a un certain aspect de souveraineté, cela doit être respecté. Si la Roumanie décide, cela doit être respecté. Mais le temps où l'Union européenne intervient et interfère dans la politique intérieure de ses membres doit cesser, car les États-Unis ne le toléreront pas. Et la raison pour laquelle j'insisterai là-dessus n'est pas parce que les États-Unis croient en la démocratie, car nous savons que les États-Unis ne croient pas en la démocratie. C'est un mécanisme de contrôle. Parce que si nous voulons maintenir la démocratie et ce niveau d'implication militaire, nous devons nous assurer que l'Europe ne nous entraîne jamais, par inadvertance, dans un autre conflit. Car l'objectif stratégique n'est pas de s'investir davantage en Europe, c'est de se désengager de l'Europe. Donc si nous devons rester dans l'OTAN, il faut s'assurer que nous avons la capacité politique d'empêcher l'Europe de devenir un monstre. Et on ne peut y parvenir qu'en encourageant les nations individuelles à exprimer leurs droits souverains et à empêcher l'Europe de s'unir en une seule entité. Cela a beaucoup de sens. That makes a lot of sense. But yeah, well, Trump seems to be on. Mais oui, l'ancien Trump, il semble effectivement suivre cette voie. Il a une vision très négative de l'Union européenne. J'imagine que Elon Musk est encore plus virulent dans son mépris pour cette idée, ce bloc. Mais tu as mentionné l'Ukraine tout à l'heure. Zelensky ne pourra peut-être pas conclure un accord sans, je suppose, risquer sa vie. J'imagine que c'est une référence aux nationalistes, car, encore une fois, ils détiennent un pouvoir immense depuis 2014. Mais y a-t-il d'autres obstacles? Je veux dire, avec les questions juridiques, il pourrait y avoir des problèmes. Bien sûr, Zelensky s'oppose à tout. À qui parler? Ça va être très difficile pour n'importe quel Ukrainien d'accepter cela. Vois-tu une possibilité qu'un accord soit conclu, ou bien accepteront-ils de venir à la table des négociations qu'une fois l'effondrement amorcé, lorsqu'ils perdront le contrôle de leurs forces armées? Parce que je n'arrive pas à imaginer les nationalistes prêts à négocier quoi que ce soit. Ils sont vraiment déterminés. Eh bien, je veux dire, je pense qu'à la fin de 1944, au début de 1945, il y avait un grand nombre de formations SS dans l'armée allemande, beaucoup d'entités paramilitaires nazies, des fidèles du parti,
qui disaient « Nous ne nous rendrons jamais ». Et pourtant, en mai, ils avaient été vaincus. Je ne veux pas être trop dur ici, mais si vous êtes un nationaliste ukrainien, votre avenir est sombre. Et il faut vous le dire, vous allez mourir. Soit vous mourrez sur le champ de bataille, soit vous serez exécuté pour les crimes que vous avez commis. Il n'y a aucune sympathie ici. Vous n'aurez pas de seconde chance. Si vous n'avez pas commis de crime passible de la peine de mort, vous serez arrêté, poursuivi, et vous passerez un sacré bout de temps en prison. Et si vos crimes ne sont pas si graves, nous pouvons vous réhabiliter et essayer de vous réintégrer dans les couches inférieures de la société, mais vous ne serez jamais en position de pouvoir. C'est votre destin. Et nous devons simplement, c'est cela, la dénazification. C'est ce que les Russes me disent, à moi et à d'autres personnes. C'est la dure réalité. Donc, les nationalistes peuvent faire semblant autant qu'ils veulent. Ils vont mourir, tout comme les nazis sont morts. Ou alors, ils peuvent partir en diaspora. Peut-être que l'Occident sera prêt à accueillir une 5e vague d'immigration ukrainienne, où nous pourrons amener tous les nazis ici et les laisser aller en colonie de vacances à Ellenville. Et ils pourront obtenir des sinécures financées par l'État, etc. Peu importe. Mais en Ukraine, ils sont morts. C'est la réalité. Je ne comprends pas pourquoi certains font semblant du contraire. Vous savez, la Waffen-SS fanfaronnait jusqu'au moment où ils étaient morts, où ils ont été vaincus. Et la Russie est en passe de vaincre ses nationalistes sur le champ de bataille. Mais une partie du processus de dénazification, auquel la Russie ne renonce pas, consiste en des changements constitutionnels, et le gouvernement sera remplacé. Zelensky n'est pas l'avenir de l'Ukraine. Et les gouvernements sympathisants de Zelensky ne sont pas l'avenir de l'Ukraine. Si vous avez déjà pris une photo en souriant avec le portrait de Stepan Bandera derrière vous, vous ne ferez pas partie de l'avenir politique de l'Ukraine. Oui, c'est à vous que je parle, général Zelensky. Espèce de nationaliste ukrainien, fils de pute. Et à tous les autres qui ont adopté cette idéologie odieuse. Je m'excuse de jurer, mais je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là. Aucune, absolument aucune. Leur idéologie n'a rien d'attirant. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce qu'ils essaient de faire. Ce sont des ultranationalistes remplis de haine. Ce sont des suprémacistes blancs qui considèrent toute personne en dehors de leur petit cercle, vous voyez, précisément défini, comme des sous-humains. Vous savez ce qu'ils disent des Russes, comment ils appellent les Russes, et comment ils traitent les Russes. Les Polonais savent comment ils traitent les Polonais. Les Tziganes savent comment on traite les Tziganes. Les Juifs devraient savoir comment on traite les Juifs. Et pourtant, on est censé exprimer de la sympathie pour ces gens. Censé dire, eh bien, il faut leur trouver une place. Leur place est sous terre, en prison ou en exil, mais leur avenir ne fait pas partie de l'Ukraine. Encore une fois, je ne peux pas parler au nom du gouvernement russe, mais j'ai écouté des responsables russes s'exprimer, et je crois que ce que je dis reflète la réalité des politiques qu'ils prévoient pour une Ukraine post-conflit. Ils n'autoriseront pas le fléau de l'idéologie nazie, incarné par la vision odieuse de Stepan Bandera, à continuer d'exister. Stepan Bandera's odious take on life to continue to exist. Yeah, no, I've been hearing similar things, so it's Non, j'ai entendu des choses similaires, donc tu es probablement sur la bonne voie. Je voulais changer un peu de sujet et parler du Moyen-Orient, car bien sûr, il y a aussi des négociations en cours là-bas. Eh bien, je suppose que la question très large est la suivante. Penses-tu que le génocide à Gaza peut être arrêté, ou je ne sais pas trop comment on pourrait évaluer cela? Trump exerce-t-il une quelconque pression sur Netanyahou, ou penses-tu que rien de tout cela n'est possible? Ou vois-tu des réalités sur le terrain qui pourraient pousser les Israéliens à arrêter les tueries? Bien sûr, le génocide peut s'arrêter. Il suffirait d'un coup de fil du président des États-Unis pour que le génocide cesse.
It takes one phone call from the President of the United States to make the genocide stop. And we proved that in the past. Steve Witkoff's initial visit to the Et nous l'avons prouvé par le passé. La première visite de Steve Witkoff dans la région a abouti à un cessez-le-feu, parce que le président le voulait, même si Netanyahou ne le voulait pas. Nous l'avons imposé. Mais le président doit vivre dans un monde défini par la réalité. Et je ne suis pas heureux de ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Le lobby pro-israélien, pro-sioniste, exerce ici, aux États-Unis, une influence et un contrôle politique sans précédent, à tel point qu'il est presque impossible d'être élu. Il est impossible d'accéder à un poste élevé si l'on n'adopte pas une position pro-israélienne. Ce président, pendant sa campagne, a adopté une position très pro-israélienne. Et ce président s'est entouré sans doute du cabinet et des responsables subalternes les plus pro-israéliens, plus que tout autre président de l'histoire moderne. Encore plus que Joe Biden lui-même, qui s'est qualifié de sioniste. C'est donc une réalité à laquelle le président doit faire face. Maintenant, comment affronter cette réalité? C'est là que ça devient triste. Parce que nous ne nous soucions pas du peuple palestinien. Nous étant collectivement les États-Unis. Oui, il y a des gens aux États-Unis, moi y compris, qui se soucient du peuple palestinien. Il y a des manifestants qui font un travail héroïque parce qu'ils en paient le prix fort. Il y a des gens moins héroïques comme moi qui ne participent pas aux manifestations parce que je ne veux pas être arrêté. Mais j'écris et je me fais censurer et attaquer. Il n'est pas facile de prendre position en faveur de la Palestine et contre Israël. Mais malgré tout cela, nous ne faisons absolument pas bouger les choses, car rien de ce que nous faisons n'a d'impact sur Donald Trump. La réalité, c'est que Trump ne se soucie pas des Palestiniens. Il est prêt à les sacrifier au nom d'un objectif politique plus large. Trump, tout comme il veut se désengager de l'Europe, veut aussi se désengager du Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas nous enliser dans ces guerres qui durent depuis des décennies, qui nous coûtent des milliers de milliards de dollars, et qui détournent d'importantes ressources économiques, militaires et politiques vers la région. Sa priorité numéro 1, c'est la Chine. Et il doit créer un scénario mondial qui lui permette de se concentrer uniquement sur la Chine, sans risquer qu'un événement déstabilisateur ne survienne ailleurs. C'est pourquoi il va abandonner le conflit en Ukraine, quoi qu'il arrive. Nous ne restons pas impliqués en Ukraine, parce que notre priorité, c'est la Chine, et l'Ukraine est une distraction. Et c'est pour cela qu'il va essayer de négocier un accord de paix, un accord nucléaire avec l'Iran, afin que nous puissions. Ce sera un accord qui ne comportera pas de clauses susceptibles de créer des conflits à l'avenir. Ce sera un accord définitif. Ce sera l'accord qui donnera à l'Iran la possibilité d'avoir un programme d'enrichissement nucléaire sous inspection. Mais la perspective d'une action militaire sera écartée, car nous ne voulons pas faire la guerre à l'Iran. Israël, oui. Donc quand vous demandez si Trump peut dire non à Netanyahou, oui, il le peut. Mais politiquement, il doit avoir une soupape de sécurité qui compense l'angoisse que la paix avec l'Iran va provoquer. Et cette soupape de sécurité, c'est Gaza. Il va donner le feu vert à Israël pour faire tout ce qu'ils veulent à Gaza, pour bombarder Beyrouth, pour manœuvrer en Syrie. Ils peuvent faire tout cela parce que cela ne nécessite pas de soutien militaire américain. L'Iran, en revanche, exige un soutien militaire énorme que nous ne voulons pas fournir. Donc, je pense que nous allons faire la paix avec l'Iran, dire à Israël de faire ce qu'il doit faire à Gaza, puis l'impliquer dans les combats, et faire en sorte que les outils arrêtent d'interdire la navigation. Et puis nous partons, et nous allons vers le Pacifique. Je pense que c'est simplement la vision stratégique de Trump. Mais malheureusement, cela signifie que les Palestiniens vont être sacrifiés une fois de plus. Encore une fois, nous allons prononcer des mots sur l'humanité auxquels nous ne croyons pas. Nous fermons les yeux sur un génocide.
Nous créons une situation aux États-Unis où il devient illégal de critiquer Israël. Dans le pays de la liberté, la patrie des braves, où la liberté d'expression est censée régner en maître, il va maintenant devenir illégal de s'exprimer contre Israël. Cela montre encore une fois le contrôle que le lobby pro-israélien exerce sur les États-Unis. He has on the United States. C'est étrange. Soutenir un génocide, ça passe. Mais protester contre, c'est là que la loi intervient. Ma dernière question était de savoir si vous pensez que Netanyahou permettrait la paix avec l'Iran. Mais j'imagine que vous avez déjà répondu à cette question. I guess you answered his He has no question. choice. He has no choice. He's not a shot caller here. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas lui qui décide ici. Israël ne peut pas attaquer l'Iran de sa propre initiative. Il n'a pas la capacité militaire d'engager et de soutenir des frappes militaires significatives contre l'Iran. Étant donné la dissuasion balistique conventionnelle démontrée par l'Iran, Israël paiera peut-être un prix fatal s'il initie une attaque contre l'Iran qui ne décapite pas sa direction et n'élimine pas l'ensemble de ses capacités. Ainsi, si les États-Unis ne sont pas prêts à s'aligner sur Israël, il n'y a rien que Netanyahou puisse faire. Il n'y a rien que Netanyahou puisse faire. There's nothing Netanyahu can do. There's nothing Netanyahu can do. Well, Scott Ritter, thank you so much for your time. Eh bien, Scott Ritter, merci beaucoup pour votre temps. C'était vraiment intéressant. J'imagine que Trump le fait exprès, cette ambiguïté stratégique qu'il intègre dans ses tactiques de négociation. Donc, il est facile de s'y perdre. Donc, oui, encore merci. Ça nous permet de garder notre emploi. D'accord. Okay. Well, thank Eh bien, merci. Merci de m'avoir invité. Passez une excellente journée. Merci encore.